Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes, mesdames et messieurs. Ce lundi 19 novembre 2018, nous recevons pour vous un des leaders de la coalition des 14 partis de l'opposition. Il s'agit de M. Antoine Foley qui nous vient du parti politique UDS Togo, entendez, Union des démocrates socialistes du Togo. M. Antoine Foley, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. J'espère bien que vous vous portez à merveille. Oh ben, comme vous le voyez, très bien. Ok, quelque chose se passe au Gabon. Il s'agit d'un coup d'État constitutionnel et l'Union africaine réagit à travers le président de la Commission en appelant au retour à l'ordre constitutionnel et une délégation serait dans le pays à partir de cette semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les pays francophones quand il s'agit de respecter la loi? On procède toujours à des coups d'État constitutionnels. Ben, vous venez de le dire vous-même. Vous savez, nous avons un problème. J'ai l'impression que nous avons un problème avec la démocratie constitutionnaliste. C'est-à-dire qu'on se donne des textes fondamentaux qu'on ne veut jamais respecter. Bon, cela s'est passé dans d'autres pays, cela s'est passé chez nous. Moi, j'ai l'impression que qu'il y a des chefs d'État. Vous savez, la manière dont on accède au pouvoir, influence la manière dont on exerce le pouvoir. On le voit chez nous. Lorsqu'on n'accède pas au pouvoir par les voies démocratiques, eh bien, on est obligé de faire constamment des entorses à la démocratie et à l'ordre constitutionnel pour exercer ce pouvoir. Et ce qui se passe aujourd'hui au Gabon n'est que le résultat de la manière dont Ali Bongo a accédé au pouvoir. Oui, en pleine nuit, 1h du matin, le Conseil constitutionnel, disons, la Cour constitutionnelle décide de modifier un article et automatiquement, on nomme un vice-président de la République qui prend le pouvoir et convoque un conseil des ministres. Alors que cela n'existait pas dans le texte auparavant. Oui, mais ça ne vous rappelle rien. Chez nous, en une nuit, je crois qu'on a modifié la Constitution 5 ou 6 fois. Des gens sont passés de ministre à député, de député à président de l'Assemblée nationale, etc., etc. Tout cela est ridicule. Tout cela est ridicule. Il faut que, une bonne fois pour toutes, en Afrique, nous apprenions à respecter les textes que nous-mêmes nous donnons. Nous nous habituons à gouverner selon des normes que nous avons nous-mêmes établies. Mais du moins, pour le cas du Togo, on est revenu quand même sur l'ordre constitutionnel dans le temps, sous la pression bien évidemment de la CEDEAO. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la CEMAC pourrait également agir avec poigne et puis l'ordre constitutionnel serait garanti, puisque ce sont des dinosaures qui se retrouvent dans cette partie de l'Afrique? Oui, mais vous savez, d'après ce que vous me dites, et d'après les dépêches, l'Union africaine s'est emparée du problème. Oui. Nous espérons qu'elle arrivera à rétablir l'ordre constitutionnel. Maintenant, c'est vrai aussi que cela se passe au Gabon. C'est d'abord une affaire qui regarde en priorité les Gabonais. C'est aux Gabonais de s'organiser pour faire échec à ce coup d'État, exactement comme nous l'avons fait nous-mêmes en 2005 au Togo, où des contorsions à répétition ont été organisées, mais où la pression populaire a finalement réussi à ramener, tant soit peu, bon, ça n'a pas été un franc succès, mais au moins, il y a eu une pression populaire qui a ramené les choses dans le bon ordre, même si cela n'a été qu'en apparence. Voilà, même si cela n'a été qu'en apparence. Monsieur Antoine Foley, on vous connaît, aimant véritablement le football, le cœur rond, vous êtes un félin mordu de cela. Alors, le Togo, mon pays, a été copieusement laminé, proprement laminé hier sur ses propres installations par l'Algérie. 4-1. Vraiment, ça vous a surpris? J'étais au stade hier. J'étais au stade hier.
Je remercie, il y a votre antenne, le président de la fédération qui a bien voulu m'envoyer une invitation pour participer à ce match. Bon, vous savez, comme tous les Togolais, j'ai été attristé hier par la correction que nous avons subie face à l'Algérie à domicile, hein, vous savez. Mais, vous savez, en football, on ne fait pas de miracle. On ne fait pas de miracle. Moi, j'ai toujours dit que bâtir une équipe nationale est une œuvre de longue haleine et que l'équipe nationale doit d'abord reposer sur un championnat de qualité, des compétitions de qualité au niveau national. Nous avons un championnat au Togo de première division qui n'a même pas le niveau de la 9e division dans d'autres pays. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, tant qu'on n'attaquera pas le problème à la base et qu'on considérera le football au Togo comme juste un centre de business, eh bien, nous aurons toujours les mêmes résultats. Donc, il est temps que on se ressaisisse et qu'on on prenne conscience du fait que le football, des pays qui sont arrivés à des résultats, sont parvenus à ce stade parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont investi, et non pas parce qu'ils ont constamment considéré Ils n'agissent pas dans l'improvisation. L'improvisation et surtout dans l'affairisme. Oui, mais quand même, on espérait quand même que le sorcier blanc allait quand même faire son miracle pour aider le Togo. Ah ben, avec les 25 millions qu'il prend à la fin du mois, pourquoi le miracle n'est pas au rendez-vous? Moi, je ne sais pas combien il prend par mois. Je peux tout simplement vous dire que moi, quand je vais recruter Tom Saint-Fit, il touchait 7 millions par mois. À l'époque. Il y a 2 ans. Donc, je ne sais pas combien Claude Leroy est payé, mais je crois qu'il a été recruté pour une mission. Oui, pour des résultats. Pour des résultats. Oui. Bon, donc, vous savez, le football, c'est pas de la sorcellerie. Hein. Les temps sont révolus où, dans nos villages, on croyait qu'on pouvait mettre des poudres le long de des amulettes. Voilà, etc., pour faire des résultats. Non, aujourd'hui, on fait des résultats parce qu'on travaille, parce qu'on bâtit quelque chose dans le temps. Mais ce n'est pas le cas au Togo. Malheureusement, je le constate. Oui, alors, président, vous étiez au stade hier et vous aviez suivi quand même à Debayona, comment on dit, recevoir un ballon et tirer même sur le goal adverse jusqu'à la fin du match. Or, c'est le capitaine de l'équipe. Oui, bon, c'est le capitaine, mais c'est aussi le joueur vedette. Hein. Oui. Tout le monde joue, vraiment pour lui. Mais, vous savez, il y a des automatismes. À Adebayor, bon, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Ça fait, je crois, il a raté au moins 2 matchs, je crois. Il a d'ailleurs même prédit que si c'est le stade municipal, il n'ira plus jouer là-bas qu'on délocalise le match au Ghana. Bon. Entre-temps, nous sommes des Africains. Est-ce qu'il a quand même pu rétablir la situation avant d'y aller jouer hier? Moi, je ne sais pas. Il faut lui poser la question. Mais moi, je constate qu'il a joué hier. Et c'est vrai que, vous savez, pendant le match, j'échangeais avec quelqu'un qui était en Angleterre et qui regardait le match en direct. Et on échangeait des observations sur le match et on avait quasiment les mêmes... Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Adebayor n'a eu aucun bon service pour se mettre en situation de marquer des buts. Oui. Bon, de bousculer la défense adverse. Voilà. Moi, je peux mettre ça sur le compte du fait que cela fait un moment qu'il n'a pas joué, que peut-être, il a raté 2 matchs. Hein, et que, bon... Donc, l'automatisme n'était pas au rendez-vous? Les automatismes n'étaient pas au rendez-vous parce que, vous savez, même l'équipe nationale, c'est un groupe. Hein. Regardez ce qui se passe dans les équipes nationales des autres pays. En France, sur chaque match, il y a un noyau stable. Et autour de ce noyau, on incorpore des jeunes, des nouveautés, et pour faciliter leur intégration. Rajeunir l'équipe. Voilà. Pas forcément rajeunir, mais faire venir de nouveaux éléments.
Bon, chez nous, vous savez, le problème, c'est que bon, on prend les joueurs, mais on n'a pas l'impression que l'équipe nationale constitue un groupe. Voilà, c'est ça le problème. Un groupe dans cet avec imbroglio, des automatismes. Et dans cet imbroglio, monsieur Antoine Folly, quel avenir pour le football togolais? Non, Est-ce qu'il a encore de l'avenir? Non, le football togolais a de l'avenir. Moi, j'admire le travail que fait le colonel Guy Akbovi. C'est un monsieur qui se bat sur tous les fronts. Je l'ai vu hier au stade, même venir aux portes d'entrée pour régler des problèmes d'accès de personnalité au stade. Vous voyez, normalement, ce n'est pas son rôle. Mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui se met avec passion dans le football. Et je sais qu'il a vraiment envie de faire quelque chose. Malheureusement, il est dans un contexte, vous savez, le football au Togo est dans un contexte assez difficile. Le football est à l'image du pays et qu'il faut un contexte général qui permette de développer le football. Moi, j'ai confiance dans l'avenir du football togolais. Il suffirait tout simplement que le contexte change et que les gens changent de mentalité, sachent que pour bâtir une équipe nationale, il faut du travail, il faut d'abord un championnat de haut niveau, et avec les moyens financiers adéquats, conséquents plutôt. Évidemment, lorsque vous dites tout à l'heure qu'on paye un sélectionneur 25 millions, c'est qu'on a les moyens. Vous savez, c'est pas... Sans oublier son logement à la cité OUA. Moi, je n'ai pas ces détails, mais vous savez, c'est pas dans beaucoup de pays qu'on paye un sélectionneur 25 millions. Donc, quand on est en mesure de débloquer de tels montants pour le sélectionneur, c'est qu'on a les moyens et que... On doit accompagner les équipes de division. On doit accompagner les équipes, mais on doit accompagner la restructuration même de notre football. Il y a, vous savez, dans beaucoup de pays, il y a le football amateur qu'on délègue aux ligues régionales et puis la fédération s'occupe du développement du football d'élite, du football de haut niveau. Voilà, c'est comme ça. La fédération ne peut pas à la fois s'occuper de développer le football de haut niveau, de football d'élite, et puis s'occuper de l'organisation des championnats amateurs, de football amateur qui, pour le moment, chez nous, n'existe pas encore en tant que tel. Non, c'est-à-dire que... Peut-être division, troisième division. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout notre football, depuis la troisième division jusqu'à la première division, c'est du football amateur. Il faut dire, c'est vraiment du football amateur. Donc, il faut qu'on arrive justement à faire le distinguo entre le football amateur, qui doit être un football de formation, un football qui sert à alimenter un football d'élite, un football professionnel, football d'élite. Donc ici, chez nous, c'est un amalgame de tout, et tout est fait de façon football amateur, mais il y a beaucoup plus d'amateurisme. Oui, alors on peut vous imputer aussi cette responsabilité de n'avoir pas joué votre partition, puisque vous aussi vous aviez dirigé en quelques mois la fédération. Bien sûr. Oui, alors vous endossez aussi l'entière responsabilité. Non, mais j'endosse la responsabilité je ne peux pas endosser la responsabilité de ce que je n'ai pas fait. Vous voyez? Alors, et on quitte ce chapitre très rapidement. Lorsque j'étais président de la fédération, ce que je viens de vous dire là, c'était... Est-ce que vous y avez travaillé? Bien sûr, c'était l'idée qui a été combattue par d'autres. Bon, moi, j'espérais que ceux qui... Vos successeurs allaient faire autre chose. Autre chose de mieux. Je constate quand même que... tel n'a pas été le cas. Voilà, en dehors... Oui, mais vous êtes acteur politique aussi. On a assisté à une scène désolante hier. C'est quand Adebayor devrait sortir du stade, des projectiles à son endroit. Il a fallu quand même un cordon de policiers pour pouvoir les filtrer. Non, mais j'ai trouvé ces comportements déplorables.
Et il y a eu même, à un moment donné, j'étais juste à côté, un groupe de supporters qui s'est mis à scander, à demander carrément que Adebayor sorte de... On le vit hier. Voilà, sorte de la pelouse. Vous savez, c'est pas bon pour le mental d'un joueur. Il faut qu'il y ait... En plus que nous étions dans une situation difficile sur la pelouse, sur le terrain, on était menés. Les joueurs avaient plus besoin d'être encouragés, d'être soutenus que d'être... Même s'ils ramassaient les buts. Mais vous savez, dans une équipe, il y a 11 joueurs. Il y a 11 joueurs. Et ce n'est jamais bon de focaliser l'attention sur un seul joueur. Même si c'est le joueur vedette de l'équipe, lorsque vous détruisez le mental du joueur vedette de l'équipe, ben vous détruisez toute l'équipe. Vous détruisez toute l'équipe, voilà. Et vous déconseillez ce comportement à tous les Togolais, quelle que soit la situation. Mais parlons maintenant de la politique. Lorsque l'équipe nationale joue, il faut que nous fassions, que les supporters fassent bloc derrière l'équipe nationale, quel que soit, mais je dis en dehors de tout ce que l'on peut penser, tout ce que des divergences qu'on peut avoir sur la manière dont les choses se passent. Après, après la victoire, on peut parler de nos divergences. Mais quand l'équipe nationale joue, les scènes auxquelles on a assisté hier, je crois qu'il faut totalement les proscrire. Alors, M. Antoine Foley, abordons le volet politique de cette émission. Alors, pourquoi la coalition était dans les rues samedi? Alors, la coalition était dans la rue samedi, d'abord pour faire communion avec les Togolais, pour rendre compte aux Togolais. Vous savez, ça fait depuis le mois de février que nous avons suspendu les marches. Donc, ce que le ministre Gilbert Bara ne voit pas ou n'admet pas. Vous l'avez écouté tout à l'heure. Allez-y d'abord. Donc, je vais apporter les réponses tout à l'heure au propos de M. Bara. Mais nous avions besoin de refaire la communion avec le peuple, avec le peuple togolais. Nous avons besoin de rendre compte au peuple togolais et nous avons besoin de laisser aussi le peuple togolais s'exprimer. Et l'affluence que vous avez vue samedi dernier, cette affluence forte est une réponse, à mon avis, comme on dit communément, qui devrait clouer le bec à tous ceux qui pensaient que les Togolais étaient fatigués de la coalition. Et samedi dernier, les Togolais ont montré qu'au contraire, non seulement ils n'étaient pas fatigués de la coalition, mais ils étaient surtout fatigués de la situation que leur fait subir le régime de M. Faure Gnassingbé. Ça, je crois que c'était Donc, la mobilisation monstrueuse des Togolais le samedi, cela vous galvanisait? Ou bien cela vous a galvanisé? Non, nous n'avions aucune... j'allais dire, nous n'avions jamais douté, nous n'avions aucun doute de la détermination des Togolais derrière la C14. Nous n'avons jamais pensé que les Togolais pouvaient ne pas se mobiliser à l'appel de la C14. Bon, par contre, des gens pensaient, surtout nos adversaires du gouvernement pensaient que les Togolais étaient fatigués et que les gens ne sortiraient pas, mais les gens ont prouvé le contraire. Et je tiens à ajouter que le gouvernement, le régime n'aurait pas déployé des barrages à certains endroits clés pour empêcher les manifestants de rejoindre les points de rassemblement, eh bien, il y aurait eu encore plus de monde que cela. Donc, vos militants avaient été empêchés? Mais bien sûr. À Kbougan, sur la route d'Akbougan, on a fait descendre des militants de tous ceux qui venaient de la partie sud, Kbougan, Baguida, Anéro,
en foin, à Clacou, qui ont voulu, qui sont venus en nombre participer à ces manifestations, ont été empêchés. Il y a eu des points, des barrages dressés sur la route. Il y en a eu à Tochi, il y en a eu à Goué, sous le pont. Il y a eu des barrages un peu partout. Donc ça, lorsque M. Bahara disait tout à l'heure que le gouvernement respectait les libertés de manifester, les libertés démocratiques, je crois qu'il a dû faire rire beaucoup de Togolais. Beaucoup de Togolais qui n'avaient pas pu se rendre à la manifestation samedi. Bon, vous savez, ce n'est pas de cette façon que l'on empêchera les Togolais de s'exprimer. On ne peut pas, comme je dis, respectons la liberté de manifester, protégeons les libertés démocratiques, parce que ce que nos adversaires du régime oublient, c'est que aucune situation n'est figée, et que demain, ils pourraient se retrouver dans l'opposition. Et si demain, ils étaient dans l'opposition, et que l'opposition d'aujourd'hui au pouvoir se comportait envers eux comme eux, ils se comportent envers nous aujourd'hui, je suis sûr qu'ils seraient les premiers à créer la chasse aux sorcières, à créer la dictature, etc. Vous voyez? Donc, moi, je leur conseille d'abandonner, de cesser de poser des actes. Vous avez dit tout à l'heure que l'objectif de la marche, c'était de communier avec le peuple que vous avez, entre guillemets, abandonné depuis février. Vous avez suspendu les manifestations. Est-ce que c'était le seul objectif? Non, mais non, c'était pas, justement, vous m'aviez interrompu. Non, l'autre objectif aussi, c'était, bien sûr, de démontrer à nos adversaires, mais aussi à la communauté internationale, que... Puisque je crois avoir entendu, oui, M. Nathaniel Olympio tout à l'heure dit quelque chose, oui. Oui, que la coalition est porteuse des aspirations d'une grande majorité des populations togolaises. Et donc, la grande affluence que nous avons connue samedi est la preuve que une grande majorité des populations togolaises adhèrent aux revendications que nous avons posées et que ces revendications ne sont pas seulement celles des partis politiques de la coalition, mais sont partagées par une grande majorité des Togolais. Ensuite, évidemment, malheureusement, nous ne sommes pas en démocratie. Si nous étions en démocratie, la mobilisation d'avant-hier aurait fait réfléchir, aurait été considérée comme un élément de pression. Regardez ce qui s'est passé ce week-end en France avec les Gilets jaunes. Quelle a été la réaction du Premier ministre? Le président a instruit le Premier ministre, il a fait une sortie au nom du chef de l'État. En disant qu'il a compris, qu'il comprend les souffrances, qu'il comprend. Mais chez nous... Donc, c'est ce que vous attendiez aussi du président Faure Gnassingbé? Non, mais vous savez, on ne gouverne pas pour soi, on gouverne pour un peuple. Et lorsque... ne serait-ce que... hier, ce n'était pas tous les Français qui étaient dans les rues. Mais il y a une partie des Français qui étaient dans la rue. Donc, il suffit que, excusez-moi, une partie des populations soit dans la rue pour que ceux qui disent ou prétendent gouverner au nom de ces populations se prononcent, ou s'en émeuvent. On ne peut pas, chez nous, au lieu d'écouter les messages que les populations envoient, on préfère aller travailler vers les minimiser ou bien les sous-estimer, carrément balayer du revers de la main. Mais faire comme si ces messages n'existaient pas, comme si le peuple n'existait pas. Oui, eux aussi, ils ont le peuple de leur côté. Non, vous savez, moi, je suis un démocrate convaincu. Vous savez, cela fait plus de 40 ans que je me bats pour la démocratie au Togo. Donc, je ne doute pas que le régime du RPT UNIR ait des sympathisants ou des adeptes. Ce que nous demandons, c'est que nous créions les conditions du libre exercice
du droit démocratique pour que l'on sache qui soutient qui dans ce pays. On ne peut pas, par des artifices, faire croire que le régime actuel est soutenu par 60, 65, 66% des Togolais, alors qu'en réalité, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'adeptes. Hein. En réalité, ceux qui les soutiennent ne dépassent pas 15%. Voilà, aujourd'hui, la coalition des 14 est dans le schéma de bouder, pas bouder, mais de boycotter les prochaines législatives pour lesquelles la CENI vient de réceptionner d'ailleurs les encres indélébiles. Mais est-ce qu'au niveau de la C14, la cohésion du groupe est de mise? Monsieur Antoine Foley. Mais avant de répondre à cette question, nous allons servir les annonceurs. Retour donc en studio avec notre invité, le délégué général de l'UDS Togo, M. Antoine Foley. Alors tout à l'heure, je vous posais la question de savoir, est-ce que la coalition conserve toujours en son sein sa cohésion qu'on lui connaît? Oui, alors avant de répondre à votre question, vous avez parlé tout à l'heure de boycott. Oui. Non, la C14, au jour d'aujourd'hui, n'est pas dans une logique de boycott. La C14 est dans une logique de se battre pour que les conditions d'élection libres, démocratiques, transparentes et équitables soient obtenues. Donc vous ne boycottez pas les législatives du 20 décembre? Non, attention. Je vous dis que aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique de boycott. Nous sommes dans une logique de nous battre pour obtenir les conditions d'organisation d'élections totalement transparentes et équitables. Le moment venu, eh bien, nous évaluerons les conditions qui nous sont proposées et nous déciderons de ce qu'il y a lieu de faire. Donc pour le moment, ce à quoi nous appelons les Togolais, c'est de se battre avec nous pour que les conditions d'élection démocratique et transparente soient établies. Autrement dit, vous vous battez pour que les élections soient reportées, repoussées? Je viens de vous dire que nous nous battons pour obtenir de bonnes conditions d'organisation des élections. Si, de toutes les façons, nous, de notre point de vue, pour créer les conditions d'organisation d'élections réellement transparentes et équitables, ce n'est pas en un mois qu'on va les obtenir. Oui, puisque donc, demain, mardi sera 20 novembre et ce sera un mois jour pour jour qu'on doit aller aux urnes. Cela est irréaliste. Cela est irréaliste. Donc, il n'y a pas que nous qui le disons. Même au niveau de la communauté internationale, même si les gens ne se prononcent pas en coulisses, ils le disent. Dire, organiser, vouloir s'entêter à vouloir organiser des élections le 20 décembre, c'est une folie. Oui, mais le gouvernement vous dit quand même que ce n'est pas lui qui a choisi cette date, mais c'est la CEDEAO, la conférence des chefs d'État. Le ministre Barra l'a encore marqué. Oui, mais même ce jour, le jour où ils ont fixé cette date, dans la salle, il y a au moins un président qui a dit que le 20 décembre ne doit pas être une date fétiche et qu'il ne fallait pas faire du fétichisme autour de cette date. Et que si, le moment venu, on constate que les conditions préconisées par la feuille de route ne sont pas établies, eh bien, il faudra aviser et décider de ce qu'il y a lieu de faire. Donc, nous sommes aujourd'hui à un mois de ces élections et nous constatons que nous sommes loin, très loin, très loin des conditions d'organisation d'élections équitables. Oui, alors donc, la date du 20 décembre n'est pas une date réaliste. Tout le monde s'en rend compte. Maintenant, bon, le régime peut s'entêter à vouloir organiser des élections le 20 décembre. Ça, c'est son problème. Ce sera son choix. Mais en ce moment-là, les élections organisées le 20 décembre ne constitueront pas une solution, même pas un début de solution
à la crise qui secoue notre pays. Aller aux élections le 20 décembre ne résoudrait pas forcément la crise que traverse le pays. Ça ne serait même pas un début de solution à la crise que traverse le pays. Oui, mais est-ce que nous sommes en crise ou bien dans une impasse? Non, mais si la CEDEAO a cru devoir est arrivée à la rescousse du Togo, c'est parce que nous étions en situation de crise. Si nous n'étions pas en crise, que serait venu faire la CEDEAO? Ben voilà. Donc, nous sommes en crise. Et cette crise ne date pas de l'année dernière. Cette crise date au moins de plus de 20 ans. Oui. Donc, nous, notre volonté, c'est de faire en sorte que cette fois-ci, nous sortions définitivement de cette crise en prenant le problème, la crise, sous ces trois aspects. L'aspect constitutionnel. Vous faites allusion aux réformes. Bien sûr. Oui. L'aspect électoral, donc les réformes électorales et l'organisation d'élections crédibles. Et puis, il y a des problèmes de gouvernance même du pays. Le pays est mal géré. Il y a des problèmes de gouvernance dans ce pays. Il y a des défis que le Togo n'est pas aujourd'hui en mesure de relever. Regardez le nombre de jeunes qui sont au chômage. Regardez l'état de notre agriculture, pour ne citer que ces deux-là. Ce sont des défis que nous devons nous organiser pour relever. Et ça, le régime tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas le faire. Demain, l'opposition au pouvoir ne peut pas non plus tout seul. Enfin, il faudrait peut-être imaginer d'autres formules pour que nous puissions relever ces défis, quel que soit le régime qui est en place. Voilà un aspect des problèmes de gouvernance dont je parlais. Donc, nous voulons que la crise soit traitée dans son ensemble et pas seulement des élections organisées à la va-vite dans le seul but de maintenir au pouvoir un régime qui est rejeté par la grande partie de la population. Et ils vous diront le contraire aussi, non, puisque de leur côté, ils s'y mettent tout le temps adoubés. Au fond d'eux-mêmes, ils le savent. Parce que s'ils étaient adoubés, mais pourquoi n'acceptent-ils pas qu'on organise des élections dignes de ce nom? Pourquoi s'activent-ils à faire un recensement bidon? Pourquoi s'activent-ils à vouloir faire une CENI partisane, uniquement en leur faveur? Voilà. Donc, s'ils étaient si populaires que ça, s'ils étaient si adoubés que ça, eh bien, ils ne devraient pas se comporter comme ça. Oui, mais quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, la CEDEAO est venue à la rescousse de vous tous, disons les deux parties protagonistes, mais aujourd'hui, vous retournez encore dans la rue. Est-ce que vous ne risquez pas de se mettre à dos quand même la CEDEAO pour ne pas parler tout de suite du G5? Non, vous savez, oui. Notre message de samedi a été clair. Nous nous sommes mis dans la rue nous nous sommes remis dans la rue pour exiger une mise en œuvre consensuelle de la feuille de route de la CEDEAO. Donc, notre retour dans la rue n'est pas contre la CEDEAO. Mais on a vu quand même au cours de la manifestation des photos, disons des affiches de M. Béhanzin, de M. L'homme qui est au Togo, Garba Lompo, etc., avec des messages qu'il n'apprécierait pas. Oui, bon, vous savez, oui. Ça, ce sont vraiment moi aussi, j'ai vu ces photos-là. Ce sont des dérapages qui ne sont pas du fait de la C14. C'était à votre insu? Ah, tout à fait. Tout à fait. Aucun responsable de la CEDEAO, aucun parti politique, aucun responsable de la C14, oui. Pardon, aucun parti membre de la C14 n'a donné des instructions pour nous. Et puis, non, comment pouvez-vous imaginer? Oui, mais quand vous avez aperçu ces messages ou bien ces affiches, quelles ont été vos réactions? Non, moi... Quelles ont été, pardon? Non, là, je vous donne un avis personnel. Je considère que ce sont des dérapages déplorables. Maintenant, la C14
va se réunir très vite dans la journée, dans nos réunions. Certainement que nous aurons à parler de cela. Et qu'il y aurait sans doute une réaction de la C14. Il ne faut pas que nous nous trompions d'adversaire. Le monsieur Béhanzin, quels que soient les propos qu'il ait pu tenir, ou monsieur Garba Lompo, ben, ils sont peut-être dans leur rôle. Donc, nous devons éviter de poser des actes qui peuvent être interprétés comme si nous faisions de la CEDEAO notre adversaire. Notre adversaire, celui par qui la crise est arrivée, ce n'est pas la CEDEAO. Ce sont les Togolais eux-mêmes. C'est le régime qui gouverne le Togo depuis plus de 50 ans. Donc ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et ces gens de dérapage... Donc, allez-vous présenter des excuses à la CEDEAO? Non, mais non, pourquoi voulez-vous qu'on présente des excuses, puisque ce n'est pas nous qui avons conçu ou bien donné des instructions, voilà, ou influencer ces gens de... Nous déplorons, hein, vous savez. En tout cas, moi, à titre personnel, je déplore ces gens de dérapage, parce que ce n'est pas... non, il faut pas... Ce n'était pas votre objectif. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez une question à poser à notre invité. Vous êtes le bienvenu. Cependant, M. Antoine Folly, j'ai posé tout à l'heure la question. Pourquoi le PNP, à travers le conseiller du président de cette formation politique, n'était pas avec vous, mais plutôt ils ont choisi en parallèle d'organiser leur meeting hebdomadaire le samedi? Vous savez, sur cette question, il ne faut pas avoir la langue de bois. Le PNP est toujours membre de la C14. Le PNP participe à toutes les réunions de la C14. C'est vrai qu'il y a un problème d'appréciation de l'opportunité de reprendre les marches maintenant. Bon, il y a 13 partis qui ont estimé que le moment était venu de reprendre les marches pour faire passer les messages des Togolais aussi bien au régime qu'à nos partenaires. Bon, donc, mais est-ce qu'ils ont quand même manifesté au sein du grand groupe quand vous étiez en plénière que nous ne nous associerons pas à la manifestation? Ils vous l'avaient signifié? Bien sûr. Bien sûr, non, mais bien sûr. Oui, mais quand même en interne, est-ce que la décision de la majorité ne l'emporte pas sur la minorité? Non, mais la preuve, c'est qu'on a fait la manifestation. Ce n'est pas parce que le PNP a dit qu'il ne participerait pas, il ne prendrait pas part à la manifestation de samedi que la manifestation n'a pas eu lieu. La manifestation a eu lieu. Voilà. Mais M. Jean-Pierre Fabre disait que par rapport à l'appel du MCD à aller au recensement bonus, qu'une sanction sortirait pour répondre du tic au tac. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette même démarche? Mais nous allons prendre M. Adigo qui est là. Bonjour M. Adigo. Oui, nous vous écoutons, M. Adigo. Je constate que la C14 ne regroupe un parti politique qui n'ont pas de base au Togo. L'UDS a son siège où le président Antoine Folly, le délégué, il a combien de militants au Togo? Alors, finalement, s'il vous plaît, allons-y, Molo. Est-ce que vous êtes là pour l'attaquer ou bien vous avez une préoccupation? Non, je ne l'attaque pas. Moi, je ne peux jamais l'attaquer. Je le respecte. Oui. Mais seulement, je constate que la C14 ne regroupe que des partis politiques qui n'ont aucune base au Togo. L'UDS a son siège où il a combien de Togolais derrière lui, derrière notre délégué Antoine Folly. Maintenant, ma question, ma préoccupation, est-ce qu'il vous arrive parfois, face à certaines situations, de solliciter d'autres pour que vous puissiez être ensemble? D'accord, alors merci beaucoup Adigo, merci beaucoup. On va prendre un autre intervenant. Vous allez répondre dans un instant. Quel est l'objectif de son... Pélé a une question pour vous. Pélé, bonjour. Pélé, vous êtes en ligne avec nous, bonjour. Quelques soucis pour avoir appelé, mais 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? Quelques soucis. Alors, allô?
Tout à l'heure, vous n'avez pas de siège ou bien la C14 regroupe seulement que des gens qui n'ont aucune base, des partis minuscules. Oui, bon, vous savez, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat. L'UDS Togo, enfin l'UDS existe depuis plus de 30 ans. Hein. D'abord... bien avant l'avènement... Bien sûr. Donc, et l'UDS a été l'un des tout premiers partis politiques créés au Togo. Ah oui. Alors là, en suivant, le ministre Gilbert Bara hier sur Radio Kanaka, il disait que il faudrait que vous qui êtes les vétérans, vous puissiez passer la main aux jeunes. Mais à la coalition, on constate que ce sont les anciens depuis 90 qui sont toujours là. Pourquoi vous ne formez pas des jeunes pour valablement vous représenter? Vous remplacer, pardon. Mais Jacques a une question à vous poser. Jacques, bonjour. Oui, nous écoutons Jacques. Oui. Empêcher les gens d'arriver aux manifestations. Pourquoi cela? Et si la date du 20 décembre est devenue une date fétiche, est-ce qu'après le 20, le Togo va s'arrêter? Merci. Bien noté, 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Pao. D'accord, monsieur Pao, la radio qui est à côté de vous, si vous pouvez aimablement diminuer un peu le volume, ça nous ferait vraiment plaisir. Ça va, alors. Allez-y alors. Non, monsieur Joachim, merci beaucoup parce que nous sommes habitués à vous maintenant. Et donc, le football est à l'image du pays. Merci pour votre invité. Cette phrase déjà, c'est bon. Mais ma question, c'est que, au-delà des grands projets de développement du pays, les pistes dans les villages, les pistes qui sont détruites par les pluies, les routes, il y a des intellectuels, comme Kérékou le disait, des intellectuels d'Ardi, c'est-à-dire des intellectuels qui ne raisonnent plus. Les routes sont... On dit que les routes ne sont plus... on appelle des marches. Alors, maintenant, pour essayer de pouvoir bien séquencer les choses, directement, allez droit au but, s'il vous plaît. Oui. Ma question, c'est qu'on est au 21e siècle. Les routes doivent être larges. Mais le nombre des accidents qui se passent en Floride, d'accord, bon, je m'arrête ici. Merci, monsieur Pao. Est-ce que les routes ne sont pas véritablement larges dans le pays, au Togo? Oui, c'est sa préoccupation. Non, ce monsieur pose un problème général d'infrastructure. Oui. Vous savez, les périodes de pluie sont toujours des périodes très redoutées dans notre pays, aussi bien dans les villes que dans les villages. Vous voyez, tout ça fait partie des grands défis dont je parlais tout à l'heure et qui posent des problèmes de gouvernance. Vous savez, la route Lomé-Vaughan-Enfoin est devenue une légende dans ce pays. Même la route Lomé-Palimé, c'est apparemment un sentier 3 mètres. Voilà. Donc, moi, ce monsieur a posé tout à l'heure un problème des partis politiques réunis au sein de la C14. Vous savez, il y a au sein de la C14 des partis qui sont des partis parlementaires, qui ont des députés et d'autres qui n'en ont pas. Un parti comme... et donc, on n'admet pas les partis politiques à la C14 en fonction de leur base ou de leur représentation à l'échelle nationale. Mais d'un certain nombre de critères qui sont liés à la constance de leur combat et à leur ligne politique vis-à-vis du régime que nous combattons. C'est-à-dire convergence de vues ou de vision au sein des partis. Tout à fait. D'accord. Alors maintenant, Jacques lui posait le problème tout à l'heure. Non, je voudrais juste dire à ce monsieur que tous les partis politiques
au Togo, légalement constitués, sont obligés d'avoir un siège. D'accord. Voilà. Donc, ce qui dit, l'UDS Togo a aussi son siège. Évidemment. Alors, pourquoi chaque fois que la C14 veut manifester, on déploie les militaires? C'est le terme employé par notre auditeur. Je l'ai dit tout à l'heure. M. Bahara, tout à l'heure, parlait des libertés démocratiques, des libertés de manifestation, mais nous constatons que chaque fois qu'il y a des manifestations, eh bien, on déploie des barrages policiers, des barrages de militaires, etc., pour empêcher les militants de venir librement aux manifestations. Donc il y a une contradiction flagrante entre le discours et les faits. Voilà. Alors, quelle solution de sortie de crise aujourd'hui, selon vous, M. Antoine Foley, et ce serait votre mot de la fin? Non, la solution aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, la date du 20 décembre pour organiser des élections est une date qui est totalement irréaliste. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la feuille de route, contrairement à ce que disait tout à l'heure, contrairement à ce que disait M. Bahara, qui a lu la feuille de route à l'envers, la feuille de route comprend d'abord 1. les mesures d'apaisement, 2. les réformes, 3. l'organisation des élections. Mais M. Bahara dit les élections le 20 décembre, les réformes constitutionnelles et finalement les mesures d'apaisement, le comité de suivi. C'est pour ça que je dis qu'il a lu à l'envers. Parce que ça l'arrange de lire la feuille de route à l'envers. Voilà. Donc, moi, ce que je veux, vous me disiez la solution de sortie de crise aujourd'hui. Eh bien, il est temps que les deux parties, sous la médiation de la CEDEAO, s'asseyent pour reprendre la feuille de route et mettre en œuvre véritablement le dialogue de mise en œuvre de la feuille de route. Et ce serait la solution que vous comment, sur les 3 grands points de la feuille de route, les mesures d'apaisement, les réformes, l'organisation des élections, comment nous devons procéder pour mettre en œuvre les recommandations de la feuille de route. Ce que fait le gouvernement aujourd'hui, depuis que la feuille de route est sortie, est une manœuvre, est une agitation. Et voilà, donc vous appelez à ce que vous asseyez pour pouvoir maintenant décider de comment la feuille de route sera mise en œuvre. Voilà, Monsieur Antoine Foley. Nous un dialogue de mise en œuvre de la feuille de route et qu'ensemble nous définissions ce qui doit être fait pour une mise en œuvre consensuelle de la feuille de route. Merci beaucoup, Monsieur Antoine Foley. Que nous avons fait passer samedi dernier aux manifestants. Merci d'être venu chez nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous, madame, monsieur. C'est fini pour aujourd'hui. Tout à l'heure, vous allez retrouver Jacob Ahama, RSI Nakogo pour le journal. En effet, à 13h, nous serons là pour le deuxième rendez-vous des informations dans le courant de la journée pour la version française. 3e édition, ce sera sur le coup de 18h. Et n'oubliez pas, l'information, elle vous retrouve tous les jours sur la radio, la 96.3. Merci donc à nos amis de la Gazette du Togo.com et je salue au passage Idelphonse Akpaki et bonne journée chez vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.